Bonjour à tout le monde. J'ai l'impression qu'on est beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette invitation et d'avoir répondu présent à cette sollicitation. Ça me tient énormément à cœur puisqu'on parle de prévention et vous avez un rôle primordial. Merci à Madame Vinsonneau d'avoir organisé cette visio. Pour me présenter brièvement, moi je m'appelle Élodie Le Texier. Je suis de formation puéricultrice. J'ai travaillé pendant 20 ans en chirurgie pédiatrique et au niveau du service des enfants brûlés du CHU Nantes, service dans lequel j'étais également référente dans tout ce qui était recommandations de bonnes pratiques de couchage chez les nourrissons. Donc tout naturellement, au mois de septembre dernier, j'ai intégré le poste de référente du CHU Nantes dans les bonnes pratiques de couchage des bébés, dans tout ce qu'on appelle prévention des morts inattendues du nourrisson. Et je suis également coordinatrice technique de l'Observatoire des morts inattendues du nourrisson, un observatoire qui a été fondé en 2015 et qui est basé sur Nantes, dont je vous reparlerai après. Donc je joue sur deux rôles, ma fonction principale étant le recensement de tous ces petits décès-là en France, rôle également dans les écoles, dans les PMI, les crèches et auprès des assistantes maternelles dans la sensibilisation des professionnels de la petite enfance et des futurs soignants, dans les conseils apportés aux parents. Et puis j'accueille bien sûr les bébés décédés au CHU Nantes, aux urgences pédiatriques, et j'accompagne les familles, que ce soit le jour J, une semaine à 10 jours ensuite, et dans les mois qui suivent le décès de leur enfant. Voilà, donc c'est assez polyvalent. Dans mon cadre de coordinatrice, je vais aussi dans les différents, ce qu'on appelle les centres de référence mines en France, pour harmoniser nos pratiques en termes de prévention et de prise en charge. Voilà, donc aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous parler de prévention. Donc, je suis vraiment sur le rôle de prévention, puisque depuis le mois de septembre, mon objectif principal, c'est d'aller outre dans les hôpitaux, outre dans les établissements de formation, c'est d'essayer d'aller dans les PMI, auprès de vous, au fur et à mesure qu'on prend contact avec moi, pour sensibiliser les professionnels et, grâce aux professionnels, sensibiliser les parents. Voilà, un petit peu mon rôle. On va pouvoir débuter, si vous le voulez bien, la présentation. N'hésitez pas, hein, comme le disait Madame Vinsonneau, à nous interrompre si vous avez des questions ou des remarques. Moi, sur la présentation, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va parler, alors bien évidemment, de prévention, mais avant tout, vous dire ce qu'est une mort inattendue du nourrisson, parce que c'est pas si évident que ça, par rapport également à la mort subite. Parler un petit peu d'historique, parce que si aujourd'hui la France est le deuxième pays européen à observer le plus de décès en termes de mort inattendue du nourrisson, il y a une explication et ça remonte à notre histoire. Vous parlez également de chiffres, puisqu'étant coordonnatrice de l'Observatoire, on a des pourcentages, on a des statistiques qui font prendre la mesure de ce problème de santé publique. Et puis ensuite, je vous passerai une ou deux vidéos de prévention, hein, dont vous pourrez utiliser par la suite auprès des assistantes maternelles. Le matériel de couchage, voilà, on va parler un petit peu de tout. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à m'interrompre, hein, si ça vous paraît rébarbatif ou si vous avez des remarques à faire, n'hésitez surtout pas. Alors, il y a déjà deux mains levées. Est-ce que c'est pour une intervention? Je vois Françoise Grison. Non. Alors après, je vois le RPE de Saint-André. Et je vois aussi Patricia Corge. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez soit écrire dans le fil de discussion, comme on disait tout à l'heure, soit enlever votre main, lever, de manière à ce qu'on puisse... voilà, il ne reste plus que Patricia. Je pense qu'on peut dérouler. Très bien. Bon, voilà, hein, ce qu'il faut retenir, le message principal, c'est qu'un bébé bien couché, eh bien, c'est un bébé en sécurité. Excusez-moi, c'est le téléphone qui sonne. C'est un bébé en sécurité, c'est le message à retenir pour nos professionnels de la petite enfance et pour les parents. Et pour parler d'un bébé bien couché, un bébé en sécurité, il faut d'abord savoir ce qu'est la mort inattendue du nourrisson. Donc, au niveau de la définition même de la mort inattendue du nourrisson, eh bien, alors je vous dirais souvent le terme mine, pour abréger un petit peu ce long mot mort inattendue du nourrisson. Donc, c'est le décès d'un bébé de moins de 2 ans
qui décède de manière soudaine et sans cause évidente. C'est-à-dire que c'est un bébé qui va parfaitement bien, qui était en bonne forme, qui n'était pas malade, qui n'a pas eu d'accident, et pour lequel, du jour au lendemain, voilà, il décède. Donc d'un prime abord, eh bien, on trouve une cause après investigation, donc ça peut être une cause infectieuse, cardiaque, génétique, asphyxique. Donc ça, on le retrouve après des examens biologiques qu'on va faire aux urgences pédiatriques ou après l'autopsie. Donc la cause est établie. La cause est indéterminée dans le cas, eh bien, on retrouve plusieurs causes où d'ailleurs il y a des facteurs de risque qui se sont cumulés et donc il y a une cause ou plusieurs causes. Et en dessous, je vous ai noté mort subite du nourrisson, puisque là, on ne retrouve aucune cause. C'est-à-dire qu'après moult investigations, que ce soit sur les circonstances de découverte au domicile, que ce soit après des analyses biologiques, l'examen clinique, les radios ou même l'autopsie, eh bien, on ne retrouvera pas de cause à ce décès. Et uniquement dans ces cas-là, on parle de mort subite du nourrisson. À ne pas confondre, souvent on dit qu'il est décédé d'une mort subite. Alors, mort subite, c'est une mort inattendue, mais pour lesquelles on n'a pas retrouvé d'explication. D'ailleurs, dans la diapositive suivante, je vous ai mis la distinction entre mort inattendue et mort subite. Je n'arrive pas. Alors, que se passe-t-il? Petit contretemps de la vidéo. Alors, je suis là, je pense. Oui, voilà. c'est ça. Voilà. Et donc voilà, comme je vous le disais, la mort inattendue, c'est vraiment une mort soudaine, inexpliquée, qui survient chez ce bébé. Alors, on dit moins d'un an en France, alors que rien dans ses antécédents connus ne pouvait le laisser présager. En tout cas, la cause n'était pas évidente. Et pour ces mines-là, soit on retrouve une cause par la suite, ou soit on n'en retrouve pas. Et dans ce cas, uniquement, on parle de mort subite du nourrisson quand vraiment on n'a pas trouvé de preuve. Voilà, j'indique, pas de preuve d'une maladie ou d'un événement. Événement, ça peut être tout simplement une brûlure importante, un accident de la route, voilà. Et là, le décès reste inexpliqué. Pour parler un petit peu avant de parler de prévention ou de chiffres ou de quoi que ce soit, je pense qu'il est important de revenir sur le fait que la mort inattendue du nourrisson, et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est un gros problème de santé publique dont on parle encore très peu aujourd'hui en France. Or, la France est quand même le deuxième pays européen qui observe le plus de mines. C'est la première cause de mortalité chez les bébés de 1 mois et 1 an, et ça représente 300 à 400 cas par an. Ce que j'indique souvent aux étudiants, c'est que ça représente quand même une dizaine de classes de maternelle par an. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de classes de maternelle par an en France qui décèdent, et dans la moitié de ces cas-là, on pourrait l'éviter si on couchait bien nos bébés. Puisque, comme je vous le disais auparavant, ça peut être lié à une cause asphyxique, et souvent une cause asphyxique, c'est souvent lié à un environnement de couchage qui n'est pas adapté. Donc, dans la moitié de ces 400 cas par an, ça pourrait être évité si les bébés étaient bien couchés. Ce qui est quand même un gros problème de santé publique. Pour rappeler un petit peu pourquoi on en est là aujourd'hui, je vous ai indiqué cette petite courbe-là qui représente l'augmentation historique de la mortalité infantile, tout en sachant que dans le terme mortalité infantile, j'y mets les mines, les morts inattendues du nourrisson, mais également tous les enfants qui sont décédés. C'est une étude qui était parue en 2022. Ouais, voilà, c'était une publication de 2022 qui indiquait qu'il y avait un gros travail à faire en termes de prévention en France, puisque comme vous le voyez, entre 2005 et 2012, les décès avaient tendance à diminuer ou stagner du moins. Puis à partir des années 2012, le taux de mortalité en France s'est mis à augmenter brusquement chez les bébés, ce qui n'est pas sans nous alarmer, puisque comme pour un pays riche comme le nôtre, c'est quand même un signe très alarmant. Alors, sur la diapo suivante, vous verrez qu'il y a un décrochage quand même de 1200 décès de nourrissons entre la France et d'autres pays. Les pays que vous voyez en dessous qui correspondent à la Suisse et la Finlande, là c'est le taux de mortalité en fait par pays. Et vous voyez que nous, on est en vert, donc il y a quand même un écart de 1200 décès de nourrissons en excès par an. Et dans ces décès sont comprises les morts inattendues du nourrisson. C'est-à-dire que si on avait beaucoup moins de morts inattendues du nourrisson, on aurait beaucoup moins de décès par an aussi. Il y a un écart très très important entre tous les autres pays européens.
Ce que vous voyez là, c'est un peu, je vous l'ai mis, mais c'est un peu la disparité au niveau régional, hein, au niveau de la France, où on observe une disparité nord-sud. Hein. Dans le nord, il y a beaucoup plus de décès que dans le sud. Ces cartes-là ont été établies par l'observatoire dont je fais partie, puisque pour vous expliquer en gros, en France, il y a 37 centres de référence qui correspondent à des CHU, comme Nantes, et qui accueillent ces bébés-là. C'est-à-dire que si un bébé qui décède, là, par exemple, à Fontenay-le-Comte, ce bébé-là n'ira pas à l'hôpital de Fontenay-le-Comte, il viendra à Nantes pour être pris en charge par une équipe spécifique, pour avoir des prélèvements spécifiques et pour que les parents soient suivis par une équipe spécifique. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de disparités parce que malheureusement, parfois, des fois, on a des enfants qui sont un petit peu perdus, qui n'ont pas été recensés par les centres hospitaliers, qui n'ont pas été orientés vers ces centres de référence-là, malheureusement. Et il y a des régions pour lesquelles on n'a pas de centre de référence qui soit intégré dans l'observatoire. Et vous voyez, la Corse, par exemple, on n'a pas réussi à l'intégrer de centre de référence. La Guyane non plus pour l'instant. Et on y travaille, on travaille beaucoup sur les pays d'outre-mer, enfin pas les pays, mais les régions d'outre-mer pour justement recenser tous ces enfants-là. Donc ça, c'est ma fonction principale, hein, c'est vraiment le recensement sur toute la France et ça nous permet de faire des statistiques un peu de la répartition de tous ces bébés-là, de tous les décès. Et donc à droite, vous voyez les pays européens, dont la France arrive en deuxième position après le Danemark. Et on sait pourquoi en France, là, il y a plus de décès comme ça, là, en nord de la France. Ouais, alors pour l'instant non, puisque l'observatoire a été créé en 2015, et c'est une très bonne question. L'observatoire a été créé en 2015 et on n'a pas encore suffisamment de recul. Alors, on pense que c'est peut-être pour une question de disparité dans l'information aux différents professionnels de santé. L'information est plus ou moins donnée, les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont plus ou moins suivies. Faute de personnel, faute voilà, d'investissement, de temps, ça peut être très compliqué d'une région à l'autre, malheureusement. Pas assez de monde sur place. On parle aussi des polluants atmosphériques selon les régions. Est-ce que ça n'a pas aussi un impact sur tous ces décès? Il y a pas mal de pistes qui sont élaborées. L'observatoire met à disposition, lorsque les parents sont d'accord, on fait quelques prélèvements chez cet enfant-là, qui sont à destination de la recherche. Donc, on a beaucoup de prélèvements mis de côté. Et lorsque des projets de recherche sont lancés pour essayer d'expliquer, de trouver des causes, et ben, ces prélèvements sont utilisés pour expliquer tout ça. En ce moment, on a le projet Biomine, justement, où on étudie des prélèvements pour voir si ça ne peut pas être lié à une cause génétique. Bientôt, ce sera aussi une cause peut-être atmosphérique, des polluants. Voilà, on essaie de chercher, mais pour le moment, c'est un petit peu trop tôt. On ne sait pas, en tout cas, pourquoi il y a une hausse progressive des décès. Il y a un gros problème aussi au niveau de la prévention, hein, puisque je vais vous l'expliquer, mais on a très peu de campagnes de prévention et on est très peu de personnes à pouvoir dispenser cette information-là dans la France. Justement, je vous en parlais, d'un point de vue historique, pour mieux comprendre, il faut savoir que dans les années 70, était préconisé en Amérique le couchage sur le ventre. Et la France s'était calquée un petit peu à ce mode de couchage-là. Et on observait entre 1200 et 1500 décès par an en France. Puis en 85, il y a eu un rapprochement qui a été établi entre la position ventrale de l'enfant et le taux de mortalité important. Dès lors, on a couché les bébés sur le dos en France. On a créé les CRMIN, donc les centres régionaux de référence mort inattendue du nourrisson. Donc, ce sont les 37 CHU en France qui s'occupent de ces enfants-là et de ces familles-là. Donc, en 86, ils ont été créés pour accueillir ces familles-là, pour les prendre en charge, pour promouvoir la prévention, pour faire de la prévention un peu dans leur région, pour mettre à disposition donc, des échantillons pour la recherche. Et en 92 uniquement a été lancée la première campagne de prévention en France. La seule. Donc les décès, eh bien, on en a eu 70% en moins à partir du moment où on a couché les enfants sur le dos, ce qui est quand même énorme. Donc on est descendu à 200 à 300 cas par an. Et malheureusement, on est resté sur ces cas-là, puisqu'après, il y a eu peut-être comme un relâchement. Il n'y a plus de campagne de prévention. Il y a eu beaucoup de magasins qui ont mis en avant beaucoup d'articles de puériculture qui n'étaient pas forcément adaptés au couchage des enfants. Des centres de référence qui n'ont pas pu suivre comme je le disais, hein, les recommandations, faute de temps, faute de personnel, c'était compliqué.
Vous pouvez passer sur la diapo suivante. Donc, ouais, progressivement, en fait, ces 200 à 300 cas-là, vous voyez, hop, ils ont tendance à augmenter malgré les recommandations qui ont été mises en 2007. Donc, ce qui a été fait, c'est que tous ces centres hospitaliers-là se sont regroupés au sein d'une association qui s'appelle l'Ancremine. C'est l'Association nationale des centres de référence en 2013, pour homogénéiser en fait leur prise en charge, vraiment pour se ressouder entre eux et savoir, prendre en charge de manière uniforme tous ces bébés-là, toutes ces familles-là, et essayer d'être le plus exhaustif possible dans tous les décès en France. Donc, malheureusement, actuellement, eh bien, comme je vous l'ai indiqué, on a 300 à 400 cas par an. On a créé l'Observatoire donc, en 2015 pour lancer des programmes de recherche et surtout pour avoir une exhaustivité vraiment exacte en France. C'est mon rôle de pouvoir recenser tous ces bébés-là. Il faut savoir que quand ces bébés-là ils arrivent aux urgences, il y a un certain nombre de questions qui sont abordées avec les parents, que ce soit le jour J ou que moi j'aborde quelques temps après, hein, une fois que la colère et la tristesse est passée, hein, on recense beaucoup de données pour alimenter ce registre, pour comprendre en fait pourquoi ce bébé-là est décédé. Donc on pose des questions sur l'environnement de couchage, sur la famille, sur les antécédents, sur les traitements, sur beaucoup de choses. On croise toutes nos données et ça nous permet d'émettre des statistiques dont je vais vous faire part tout à l'heure. Biomine, c'est le projet dont je vous parlais tout à l'heure, essayer de comprendre est-ce que ce ne serait pas, par exemple, entre autres, lié à des causes génétiques. Et donc, après, on a établi un cahier des charges de prise en charge dans les CRMI. Actuellement, aujourd'hui, le registre a été établi en 2015. Là, j'ai noté 1515, mais là, aujourd'hui, entre les données de mai 2015 et décembre 2022, on en est à 2001 cas, dernière donnée aujourd'hui. Voilà, donc 2000 enfants sont décédés de mort inattendue du nourrisson en 9 ans. Et la moitié pourrait être évitée si, encore une fois, on couchait bien nos bébés. Peut-être un peu brutal quand voilà, j'expose les données, mais c'est vraiment pour faire comprendre la mesure de ce problème. Donc ça, c'est juste un petit point. Pourquoi on a fondé cet observatoire-là eh bien, c'est avant tout pour recenser de manière exhaustive tous les décès en France, d'avoir le plus de données possible, d'avoir, avec autorisation des parents, des prélèvements en plus à viser de la recherche, hein, pour comprendre notamment toutes ces morts subites pour lesquelles on n'a pas d'explication encore aujourd'hui. L'objectif principal étant de réduire de 50% tous ces décès qui pourraient être évitables. Vous voyez, je parle de gènes, de pathologies responsables prédisposantes, tout ce qui est infectieux, cardio-respiratoire. Enfin, c'est vraiment de trouver d'autres facteurs de risque et d'autres causes. Un petit peu... alors, les facteurs de risque, justement, je vous en parlais tout à l'heure, on parle de causes, mais aussi de facteurs de risque. Il faut savoir qu'on parle du triple risque et que nous, en tant que soignants ou professionnels de la petite enfance, on pourra intervenir uniquement sur un risque. Le premier facteur sur lequel on ne peut pas intervenir, c'est tout naturellement la vulnérabilité de l'enfant, puisqu'un petit bébé qui naît prématurément, qui avait un retard de croissance intra-utérin, une maladie cardiaque, métabolique, ou une maladie encore génétique, qui est né tout petit, malgré tout, c'est un facteur de risque, c'est-à-dire que c'est un bébé qui peut avoir un risque de décès, puisque c'est un enfant qui est un peu plus fragile. Voilà. Alors, j'ai mis sexe parce que c'est vrai qu'il y a un peu plus de garçons que de filles. Je crois qu'il y a 56 ou 57% par rapport aux filles. Enfin, on est à peu près à l'équilibre, mais il y a un petit peu plus de garçons. Période critique de développement, puisqu'effectivement, on a observé que ces décès-là, ces morts inattendues de nourrissons, ils interviennent essentiellement quand le bébé a entre 1 à 4 mois. C'est-à-dire que c'est une fourchette dans laquelle le risque il est très important. Pourquoi ? Parce que ce sont des bébés plus fragiles, hein. Il y a une immaturité cardio-respiratoire. Voilà, au niveau neurologique, du développement, ce sont des bébés qui sont plus petits, donc qui sont plus à risque. Ça ne veut pas dire qu'au-dessus, il n'y a plus de risque, hein. Il y a vraiment, nous, la fourchette large, on dit jusqu'à 1 an. En tout cas, jusqu'à ce que l'enfant soit capable de se dégager des événements, des doudous qui peuvent entraver sa respiration, enfin, des événements extérieurs qui l'empêchent de respirer. En tout cas, l'échelle haute, elle est entre 1 à 4 mois. C'est-à-dire qu'un bébé qui a 2 mois, qui est né prématurément, il a quand même 2 risques majeurs de décéder d'une mort inattendue de nourrisson. Donc, il faut être très, très, très vigilant avec ces enfants-là. Ou du moins, voilà, transmettre l'information aux parents qu'il faut qu'ils soient d'autant plus prudents parce que leur bébé est petit et il est né précocement.
Et le facteur de risque sur lequel nous, on peut agir auprès des parents, ou en tout cas auprès de la population, eh bien, ce sont ce qu'on appelle les facteurs de stress extérieurs. En première intention, le décubitus ventral, c'est-à-dire de coucher les bébés sur le ventre, ça représente 30% des décès. Et par la suite, d'autres facteurs identifiables qu'on a identifiés depuis les années 90, depuis la fameuse campagne de prévention. Ce sont tous les environnements de couchage, tour de lit, gros doudou sur la tête, le tabac aussi très important, parce que le tabac, c'est quand même le deuxième facteur de risque de décès chez un bébé. Du fait des particules ambiantes, le bébé, avant tout, quand il décède pas d'un arrêt cardiaque, comme nous adultes, mais un bébé décède d'un arrêt respiratoire. Donc tout ce qui peut entraver sa respiration peut le faire mourir. Le tabac avec la nicotine ou les particules stagnantes sur les vêtements des parents, c'est un facteur de risque majeur chez ces bébés-là. Je vous en reparlerai tout à l'heure avec des chiffres. Enfin, quoi qu'il en soit, vous voyez bien que dans la moitié des cas, on pourrait éviter beaucoup de décès si les parents avaient la bonne information, ou du moins si on pouvait leur transmettre au maximum toutes ces informations-là. Mais un parent qui fume, oui, automatiquement, corporellement, il est imprégné en fait de l'odeur. Comment il peut faire Nous, ce qu'on a tendance, alors, ce que j'ai tendance à dire, je fais des formations auprès des étudiants, c'est que voilà, le tabac, c'est le deuxième facteur de risque. Donc, un parent qui fume, c'est un parent qui doit fumer déjà à l'extérieur, par exemple de l'appartement ou de la maison, puisque quand on fume à l'intérieur d'une maison, il y a des particules qui restent, même si le bébé n'est pas dans cette salle-là, les particules restent, et quand il revient, il est exposé à ces particules-là. Donc, c'est un parent qui doit fumer à l'extérieur, et en plus, effectivement, les particules viennent sur lui, donc quand il revient à l'intérieur et qu'il prend son bébé, le bébé il est exposé. Donc en plus, il faut qu'il ait une veste qu'il enlève quand il rentre chez lui pour éviter d'avoir ce bébé-là qui est au contact de ces particules. Alors ça, c'est des choses qui sont faciles à dire. Ce ne sont pas des choses qui sont faciles à transmettre, j'en conviens, auprès de ces parents-là, mais de savoir leur dire qu'il y a vraiment un risque pour leur bébé. Il y a beaucoup de décès liés, qui ne sont pas directement liés au tabac, mais du moins, dans beaucoup de décès, on retrouve ce facteur de tabac. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, les facteurs de risque, oui, voilà, la position sur le ventre ou sur le côté, je vous le disais, c'est quand même 25 à 30% des bébés décédés qui ont été retrouvés sur le ventre ou sur le côté, puisque retrouver contre un oreiller, un matelas qui est mou, ça provoque une asphyxie dans la laiterie, donc c'est des enfants qui s'étouffent. Je parle aussi de confinement. Donc le confinement, c'est par exemple un doudou qui n'est pas très loin. Un doudou qui est à l'opposé du bébé, le bébé peut respirer. Par contre, un doudou qui est près de lui, le bébé il respire, mais il a quand même beaucoup moins d'oxygène. Donc en fait, il avale un tout petit peu d'oxygène, il rejette du CO2 et il ravale son CO2. Donc en fait, il est confiné et il y a une diminution de l'oxygénation cérébrale. Donc au niveau du cerveau, il est beaucoup moins oxygéné puisqu'il ravale son CO2 et non plus son oxygène. Les risques d'être couché sur le ventre, c'est un risque aussi d'hyperthermie. Alors je passe sur ce qui est un peu plus spécifique, un risque d'hyperthermie. Voilà. Alors j'ai mis diminution des capacités d'éveil en cas de stress, puisque ça a été prouvé qu'un bébé qui est couché sur le ventre, c'est un bébé qui sera moins facilement réveillable s'il a un stress extérieur. Si par exemple il sent qu'il a du mal à se dégager pour respirer, couché sur le ventre, ce sera d'autant plus difficile. Il aura d'autant plus de mal à se réveiller. Et la période hivernale, puisqu'effectivement, ça a été prouvé qu'en période hivernale, il y a beaucoup plus de virus, beaucoup plus de bactéries, beaucoup plus comment on appelle ça, de bronchiolites, pardon, et donc des enfants qui sont encore plus fragiles dans leur immunité. Et donc, je mets risque d'hyperthermie, effectivement, puisque les parents ont tendance à trop couvrir leur bébé dans ces moments-là. Et des bébés trop couverts, ça provoque une hyperthermie, donc ça veut dire un réchauffement de la température corporelle et donc un risque malheureusement de décès. Voilà. Mais quand on voit hyperthermie au début, là, ça veut dire que quand l'enfant il est couché sur le ventre, il a naturellement plus chaud? Oui, que couché sur le dos. D'accord. Après,
Là, je parle plus de l'environnement. Alors, il y a des questions, Oui. il y a des remarques. Oui. L'allaitement au lit est-il une cause révélée? Alors, c'est très bien d'allaiter son bébé, hein, même dans son lit, dans son propre lit. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est qu'il ne faut surtout pas ensuite garder le bébé dans son lit pour dormir. Je pense que l'allaitement, c'est même préconisé, hein, d'avoir son bébé avec soi dans le lit pour être de manière reposée. Par contre, il ne faut surtout pas ensuite le garder dans son lit. Il faut le savoir reposer le bébé dans son lit. Et à ce niveau-là, on parle de cododo, c'est-à-dire ces petits lits-là là, qui sont accrochés près du lit parental pour permettre à la maman de remettre le bébé sans devoir se lever, sans devoir retourner dans la chambre, hein, ce qui permet de favoriser un peu plus son sommeil par la suite. C'est de reposer le bébé dans son lit. Parce que le risque de le garder avec lui toute la nuit, ben c'est le risque d'asphyxie, puisque nous-mêmes, lorsque l'on dort et qu'on a un sommeil lourd, ben on peut se retourner. Et puis malheureusement, eh bien, le bébé peut se retrouver face à notre bras, ou enfin contre notre bras ou contre nous-mêmes, et donc s'étouffer. C'est aussi ces bébés-là qui vont se retrouver sur la couverture des parents, puisqu'on se couvre et puis on recouvre le bébé, donc il peut décéder aussi. La couverture, son doudou s'il avait été dans les parages, voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'allaiter son bébé dans son lit, c'est très bien, hein. Et puis hop, si les parents ont l'occasion d'avoir un petit lit à côté, c'est de le mettre en cododo, soit dans le petit lit à côté ou même dans le lit à barreaux qui est placé dans la chambre des parents. D'ailleurs, il est recommandé d'avoir les 6 premiers mois de vie l'enfant dans sa chambre. Et la cigarette électronique? Alors pour l'instant, on n'a pas d'études par rapport à ça. Je pense qu'on n'a pas encore de... C'est encore un peu trop tôt pour nous. Effectivement, c'est une très bonne question pour laquelle on y travaillera, je pense. Mais là, on est un peu trop tôt dans le temps. Là. Et alors, VAS, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, pardon, c'est voie aérienne supérieure. Voilà. C'est un sigle plus haut. Oui, excusez-moi. C'est mon côté un peu plus soignant qui... Je suis désolée. Comme j'interviens auprès d'étudiants aussi en médecine, puéricultrice, auxiliaire, infirmière, du coup, il y a toujours des petits termes qui dévient d'une présentation à l'autre. L'environnement surchauffé, voilà, on préconise toujours 18 à 20 degrés dans une pièce, tout en évitant une hyperthermie pour ce bébé-là. Donc, le partage du lit, on en parlait juste avant, hein, d'un bébé qui va rester dans le lit de ses parents, eh bien, triple le risque de décès. Risque de confinement, d'étouffement, d'écrasement, hein, comme je vous le disais. Hein. D'ailleurs, la dernière fois, c'était un des facteurs de risque qui a amené sur le dernier bébé que j'ai accueilli aux urgences. Il y avait le tabac et il y avait aussi l'écrasement. Un bébé qui est resté dormir. Je me permets de faire une aparté pour vous transmettre parfois quelques exemples réels qui s'offrent à moi, entre guillemets. Un petit bébé qui était dans un environnement tabagique extrême et puis qui dormait avec les parents. Et donc, le papa l'a retrouvé contre lui dans le lit le lendemain matin. Donc, c'est pour ça que c'est important quand les parents vous parlent de partage de lit, d'avoir la notion que c'est un gros facteur de risque. Hein. Ça triple le risque et ça, c'est vraiment, encore une fois, des choses qui ont été prouvées. Hein. Et le tabagisme maternel, que ce soit avant la naissance ou après la naissance, augmente 1,5 fois le risque. Donc, comme je vous disais, c'est le deuxième facteur de risque de décès. Dans tous les cas qu'on a pu inclure dans notre registre, dans tous les décès qu'on a pu recenser et inclure dans notre registre, il faut savoir que le tabac, pour tous ces cas-là, dans 30% des cas, l'enfant était exposé au tabac. Voilà. Et 16%, c'est assez récent comme donnée, 16% des femmes ont déclaré avoir fumé au 3e trimestre. Donc, ce qui peut poser question sur la cause à effet. Le tabac est une grande cause un grand facteur de risque après le couchage sur le ventre. Donc ça, ce sont des données qui ont été, on va passer brièvement, hein, mais ce sont des données qui ont été émises par l'Observatoire pour montrer que le tabagisme joue un rôle primordial dans les décès. Si je reprends, excusez-moi, je reprends en même temps sur mon... Hop. Voilà. Donc ça, c'était selon une enquête nationale de 2016. 16% des femmes enceintes fumaient au 3e trimestre. Et là, d'après ce que m'a dit ma collègue, enfin, même d'après ce qu'on voit, il y a en moyenne 40% des parents qui fument avant et après la naissance, pour lesquels l'enfant est décédé. C'est-à-dire que dans le registre, sur tous les enfants qu'on a recensés,
En moyenne, 40% des parents fumaient cumulés avant et après la grossesse, ce qui est quand même assez important. Et la diapo d'ensuite, ça vous montre par rapport au partage de chambre parentale, que dans 41% des cas, le bébé était seul dans sa chambre, mais que quand même, hein, comme je vous le disais, 30% des cas, le bébé dormait avec ses parents. Et dans 28% des cas, il partageait la chambre de ses parents, mais n'était pas dans le lit des parents, c'est-à-dire qu'il était dans un lit à côté. Ce qui nous inquiète, nous, c'est surtout ces 30%-là de co-sleeping. Avant de passer au matériel non recommandé, ce que je peux vous proposer, c'est une petite vidéo pour rendre les choses un petit peu plus légères. Peut-être des commentaires. Le diabète de grossesse, et pas que, fait-il partie des risques? Non, ça n'a pas été, ça rentre pas en tout cas, ça rentre pas dans nos données, dans nos questions. Enfin, on demande aux parents quels sont leurs antécédents. Donc, lorsque les parents répondent diabète, on voit que c'est dans très peu de cas finalement. Donc, non. En tout cas, pour le moment, c'est pas une cause qui a été détectée. Petite vidéo pour alléger un petit peu la présentation. C'est une vidéo qui me semble, de manière humoristique, de manière assez légère, qui reprend toute la prévention qui est à faire, que vous pouvez vous-même diffuser auprès des assistantes maternelles. Je trouve qu'elle est très ludique et très instructive. Voilà, je vous laisse découvrir. Alors, je vais refaire le partage parce que je crois qu'il faut que je partage le son. Hop. Voilà, et ça doit être ici. Voilà. T'as quoi? Un bobo. Ah, t'as Malou. T'as Malou? T'as Malou. T'as Malou? Ah, les bobos là. La mort inattendue du nourrisson. J'en avais déjà entendu parler avant, même avant d'avoir un enfant, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'a toujours fait flipper. Maintenant que j'ai un bébé, j'ai envie de mieux comprendre pour moins avoir peur, parce que c'est clairement angoissant. Et j'ai envie de mieux comprendre aussi pour connaître les risques qui sont évitables. C'est quoi? Avant, on appelait ça mort subite. C'est le décès complètement imprévisible d'un petit bébé pendant son sommeil. Imprévisible parce que le bébé a l'air d'aller très bien. C'est totalement brutal et incompréhensible. Il y a plein de causes possibles et souvent elles sont entremêlées. Certaines sont liées à une infection ou à une maladie qui n'a pas pu être détectée plus tôt, et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Mais la plus grande cause, c'est l'étouffement. Et ça, on peut tenter de l'éviter avec de petits gestes très simples mais essentiels. Comment? Un bébé peut s'étouffer parce que sa bouche et son nez sont obstrués. Tu savais toi qu'un bébé ça respire seulement par le nez? Moi, j'en avais aucune idée. Oui, donc moi, si quelque chose m'empêche de respirer, je suis capable de m'en dégager ou de changer de position. Un bébé, non. Ah ouais, donc il faut bien penser à éviter tout ce qui peut gêner sa respiration quand il dort. Logique. Les conseils. Le conseil le plus important et qui est vraiment très facile, c'est le couchage sur le dos et à plat. Bonne nuit. Allô? C'est bizarre parce que ma grand-mère ne fait que répéter. Moi, de mon temps, on les couchait sur le ventre. Mamie, depuis les années 90, toutes les études ont permis de confirmer que le couchage sur le ventre était dangereux pour les bébés. Et puis si tu as peur que ça lui fasse la tête plate afin de dormir sur le dos, tu peux le faire jouer sur le ventre, alterner les positions ou le porter quand il est réveillé. En fait, c'est surtout important de le laisser bouger librement. Et il y a encore quelques autres conseils très simples. Utilisez un lit de bébé rigide, par exemple un lit à barreaux, avec un seul matelas ferme, bien ajusté à la taille du lit et à plat. Alors, sans tour de lit, sans couverture, sans drap, sans cale-bébé, sans oreiller, mais avec une turbulette adaptée à son âge et à la saison. Sans collier, sans bavoir, sans peluche. Mais ça veut pas dire que tu peux pas l'endormir avec un doudou. Faut juste penser à les donner après. Mais il faut aussi penser au tabac durant la grossesse, dans la chambre et partout autour de ton bébé. Parce qu'au-delà de la fumée, c'est surtout l'action de la nicotine sur le cerveau et les poumons du bébé. En fait, je ne savais pas, mais la nicotine empêche le réflexe respiratoire. Ensuite, c'est bien de contrôler la température de la chambre. Le mieux, c'est 18-19 degrés. Parce que la chaleur, ça aide pas à bien respirer. Et tu peux même le faire dormir dans ta chambre jusqu'à ses 6 mois. Comme ça, tu peux l'entendre s'il a besoin de toi et le rassurer. J'ai d'ailleurs découvert qu'il existait plein de gadgets de surveillance, mais franchement, c'est pas nécessaire.
Et même en dehors de son lit, dans son cosy, sur le transat, son siège auto ou dans son écharpe de portage, il faut faire attention à sa position. Que sa tête ne tombe pas trop en avant et qu'il puisse la tourner facilement. Alors je ne savais pas, mais l'allaitement est un facteur qui protège. Entre autres, ça améliore les défenses immunitaires de ton bébé. Bon, ça on savait. Mais donc ça diminue les risques d'infection et donc de mort inattendue du nourrisson. Ah, et si tu allaites et que pour des raisons pratiques, tu dors avec ton bébé, attention, tu peux l'écraser ou l'étouffer avec ta couette. Mais bon, ça vaut aussi si t'allaites pas. Hein. En résumé, un bébé, ça fait pas grand-chose tout seul, c'est absolument pas autonome. Donc c'est à moi de savoir pour lui, en évitant les positions, les situations, les accessoires qui pourraient lui obstruer le nez ou la bouche. Et pour ça, je retiens 3 conseils simples et essentiels. 1. Coucher son bébé sur le dos. 2. Éloigner le tabac de son bébé. Et 3. Éviter tout ce qui peut gêner la respiration de son bébé. Bref, c'est assez simple. Pour vivre, un bébé a besoin de respirer. Et pour respirer, il faut que sa bouche et son nez soient dégagés. Les conseils de couchage que je viens de te donner sont très simples. Après, il ne faut pas non plus surveiller 24 heures sur 24 pour arrêter toute activité. Même si c'est rare, la mort inattendue du nourrisson existe vraiment. Et tous ces conseils permettent de diminuer le risque. Si tu as des questions, n'hésite pas à en parler à ton médecin ou à consulter le site naîtreetvivre.org. Voilà, c'est la fin. Des bisous et à bientôt. Je mets une vidéo. Alors, je vais juste rebondir sur... si on vous entend. Si on vous entend. Ah oui, on entend, bien sûr. Rebondir sur une ou deux choses. La première chose, on parlait tout à l'heure du décubitus ventral. Je n'ai pas rebondi immédiatement. Pourquoi les enfants décèdent plus sur le ventre que sur le dos? C'était un peu ça la réflexion. Tout simplement parce que sur le ventre, chez les bébés, en fait, les bébés, leur thermorégulation, elle se fait mieux lorsqu'ils sont couchés sur le dos, puisque c'est essentiellement, il faut qu'il ait de l'air, en fait. Et la thermorégulation, elle se fera de mieux en mieux plus il est dégagé. Qu'un bébé qui est sur le ventre, il aura plus de difficultés à réguler sa température qu'un enfant qui est sur le dos. C'est pour ça que quand il est sur le ventre, il a des difficultés à réguler sa température et donc il augmente sa température corporelle, hyperthermie et donc risque de décès. Voilà, c'était par rapport à la thermorégulation naturelle du bébé. Okay. Et deuxième petite chose, mais je pense que dans la vidéo suivante, on le verra, c'est la question de la tétine. Souvent, on pose la question, est-ce que ces bébés-là, c'est bien de leur mettre une tétine parce que finalement, est-ce qu'ils respirent bien, est-ce qu'ils ne respirent pas bien? C'est un sujet sur lequel je voulais revenir avec vous parce que souvent, les parents peuvent poser la question. Donc, nous, la tétine, contrairement à beaucoup de personnes, nous, on la préconise. On la préconise jusqu'à l'âge de 2 ans parce que la tétine, ça permet au bébé d'être réveillé plus facilement s'il a un facteur de stress extérieur. C'est-à-dire qu'un bébé qui tète, donc qui tète sa tétine, il sera plus facilement réveillable si par exemple il est sur le côté et qu'il a un dos qui le gêne, il sera plus facilement réveillable. Ou par exemple un bébé qui dort, on dit ça fait le même effet pour un bébé qui dort dans la même chambre que ses parents. Un bébé qui dort dans la chambre de ses parents, il est plus facilement réveillable parce qu'il entend un petit peu ce qui se passe autour dans son sommeil et ça le fait réveiller plus facilement s'il a un facteur de stress extérieur. Donc, que ce soit dormir dans la chambre de parents ou avoir une tétine, c'est préconisé pour les enfants de 0 à 6 mois. C'est pour ça que la Haute Autorité de Santé indique bien que les 6 premiers mois de vie de l'enfant, là où le risque de mort inattendue du nourrisson est plus élevé, c'est bien qu'il dorme dans la chambre de ses parents pour être... C'est des bébés qui dorment bien malgré tout, hein, mais ils sont plus à l'affût des risques qu'il peut avoir. Et la tétine, donc on la préconise bien jusqu'à 2 ans pour les raisons que je viens de vous dire. Par contre, passé 2 ans, bien évidemment qu'il faut se passer de la tétine, puisque lors d'un congrès dont j'ai bénéficié là, au mois de juillet dernier, tous les orthophonistes indiquaient bien que passé 2 ans, il y a quand même des risques de malformation au niveau du palais. Donc la tétine, c'est bien avant 2 ans, mais par contre, attention après 2 ans. Souvent, on dit ne faut pas habituer ton bébé à avoir une tétine, c'est une mauvaise habitude, il faut l'apprendre à dormir seul. Finalement, non, pas tant que ça. C'est pas une si mauvaise idée que de donner une tétine à un bébé, c'est pas un caprice. Ça peut être un besoin de téter, un besoin de succion. Et c'est aussi quelque chose qui fait que ça peut, je vais pas dire éviter de décéder, mais en tout cas, ça peut l'aider à être plus tonique et plus vaillant. Voilà. Je vais vous proposer une deuxième vidéo qui a été élaborée par celle de Corentin Lacroix, qui est médecin sur Vertou, donc qui est de chez nous,
J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il fait différentes thèmes, et entre autres sur la mort inattendue du nourrisson. Donc, j'avais envie de vous la faire partager, puisque c'est un gars de chez nous et qui contribue à la prévention. Et ces vidéos, elles sont notamment cofinancées par la CAF et donc mises en ligne sur le site Questions de parents. Avant de passer la vidéo, il y avait 2 choses. Que conseillez-vous aux parents dont les bébés se retournent pendant leur sommeil? Et l'autre, qu'en est-il du lien avec la plagiocéphalie? Alors, les bébés, alors comment dire? Les bébés qui se retournent dans leur sommeil, a priori, c'est des bébés qui, au niveau du tonus, arrivent à se retourner sur le ventre. Donc, on peut se dire que le risque, il est écarté. C'est pour ça que le risque principal, c'est entre 1 à 4 mois. Donc, quand on a des parents qui nous disent « Oui, mon bébé, il se retourne, est-ce que toute la nuit, je dois venir le retourner sur le dos ?» A priori, s'il se retourne sur le ventre, c'est qu'il a assez de force au niveau de son tonus pour se dégager des risques. Les risques, ils seront peut-être plus éventuellement au niveau des doudous environnement. Ils peuvent bloquer sa respiration. Les gros doudous, je vous parle des gros doudous, ou même les langes, les t-shirts, les choses comme ça. Là, oui, là, vous avez un rôle de dégager tout ça. Après, un bébé qui se tourne naturellement sur le ventre, c'est un bébé qui a assez de force, qui est assez tonique, et donc le risque, il est écarté. Et donc, c'est probablement un bébé qui a plus de 4-6 mois, 4-5 mois. Alors, la plagiocéphalie, effectivement, il y a une période où on disait, bah oui, on couche nos enfants sur le dos toute la journée, sur le dos, le risque qu'après, leur tête, elle est toute plate derrière, c'est pas beau, ça peut entraîner des problèmes, effectivement. Nous, on parle d'un couchage sur le ventre, un couchage sur le dos, pardon, en période de sommeil. Ça veut dire que la journée, au contraire, mettez vos enfants préconisez de mettre les bébés sur le ventre dans tout ce qui est période d'éveil, période de tonicité, de motricité avec les enfants. Au contraire, ça va développer sa motricité, ses appuis, de jouer avec lui sur le ventre. Ça, au contraire, faites-le puisque ça évitera ce qu'on appelle la plagiocéphalie. Donc vraiment, le couchage sur le dos, c'est en période de sommeil ou quand l'enfant commence à s'endormir. Par contre, couchage sur le ventre, position sur le ventre plus la journée, en présence d'un adulte, bien évidemment, pour favoriser sa motricité et pour éviter effectivement la plagiocéphalie. Mais très bonne remarque. Merci d'être intervenu là-dessus. Tout le monde a déjà entendu parler de la mort subite du nourrisson, même ceux qui n'ont pas d'enfants d'ailleurs, parce qu'un bébé qui meurt sans explication, ça marque les esprits. Mais depuis les années 90, il y a moins de morts subites, car on a trouvé ce qu'il fallait faire pour en diminuer les risques. Et je vais vous donner les 3 points les plus importants. On couche les enfants sur le dos, dans une turbulette sans rien d'autre, et dans une pièce où il n'y a pas de tabac, autour de 19 degrés. Voilà, ça c'est vraiment les 3 points les plus importants. Et maintenant, on va voir pourquoi ça protège les enfants de la mort subite. Pour comprendre la logique de tout ce qu'on va dire, il faut savoir que les bébés respirent surtout par le nez. Et la plupart des consignes sont là pour éviter que leur nez soit bouché par quelque chose, ce qui provoquerait un étouffement. C'est sa fille sur la vidéo. On conseille de faire dormir les bébés sur le dos, car quand ils sont petits, ils ne peuvent pas se retourner. Et s'il y a quelque chose qui les gêne pour respirer, ils auront plus de chances de se dégager s'ils sont sur le dos, plutôt que sur le ventre ou sur le côté. Pour continuer dans cette logique, on recommande d'avoir un lit avec le moins de choses possible dedans. Tout ce qui est coussin, cale-tête, couverture, tour de lit ou tresse de lit, c'est parfois très beau, parfois aussi très moche, mais c'est surtout dangereux. Pour dormir, un bébé n'a besoin que d'une turbulette, ou une gigoteuse, c'est la même chose. Alors, oubliez les photos d'Instagram, ici, c'est la vraie vie. Dans l'idéal, on conseille d'avoir une chambre à 19 degrés, car c'est la bonne température pour respirer. Mais le plus important, c'est d'avoir une pièce sans tabac. Je pense que ça surprendra personne si je dis qu'on respire mieux sans fumer.
Et ça concerne aussi les enfants qui peuvent être touchés par le tabagisme passif, c'est-à-dire la fumée de cigarette qui diffuse dans la maison, mais aussi le tabagisme ultra-passif, les résidus de fumée qui restent sur le sol, la peau, les cheveux et les vêtements. Alors on peut fumer dehors, et prendre une douche et changer de vêtements après chaque cigarette, mais c'est quand même un peu galère. C'est pas simple d'arrêter de fumer, c'est rien de le dire, mais on peut se faire aider. Et l'arrivée d'un enfant, ça peut être une bonne motivation pour arrêter de fumer. Donc je répète, pour qu'un enfant soit dans les meilleures conditions pour respirer, on le couche sur le dos, dans une turbulette sans rien d'autre, et dans une pièce où il n'y a pas de tabac, autour de 19 degrés. La position sur le dos, c'est vraiment ce qui a permis de faire diminuer les chiffres de mort subite. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser l'enfant sur le dos tout le temps. Quand on peut le surveiller, c'est très bien qu'il puisse être sur le ventre. Ça lui permet de bouger, et c'est bon pour son développement. Il existe plein de systèmes de surveillance supposés prévenir la mort subite. Mais c'est surtout le marketing. Il n'y a aucun de ces dispositifs qui a fait de tests sérieux. Parfois, même si c'est pas prouvé, ça rassure. Mais parfois c'est stressant parce que ça se déclenche sans raison, et puis c'est souvent très cher. Par contre, il y a des trucs pas chers et qui sont efficaces pour prévenir la mort subite. Il y a l'allaitement maternel, on en parlera dans une prochaine vidéo, la tétine, et dormir dans les premiers mois de vie, on dit jusqu'à 6 mois, dans la chambre de ses parents, parce que ça permet de mieux les surveiller. Tout ce qu'on a dit, ce sont les conseils pour les premiers mois de vie. À cette période, on sait que le sommeil, ça peut être compliqué. Et parfois, on fait comme on peut. Par exemple, avec les enfants qui ne s'endorment que sur le ventre, on peut les garder sur soi le temps qu'ils trouvent le sommeil. Ils sont sur le ventre, mais sous surveillance, et ensuite on les déposera dans leur lit. C'est un exemple d'adaptation des conseils qu'on a vus, sans prendre trop de risques. Alors vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire « Moi, il y avait un tour de lit, je continue à fumer à la maison, dormez sur le ventre et tout s'est bien passé. » Ah, tant mieux. Mais si on donne ces conseils, c'est parce que pour d'autres personnes, ça s'est mal passé. Voilà pour cette vidéo qui est la première d'une série sur la parentalité. C'est un projet soutenu par, attention, la CAF Loire-Atlantique, l'URML et les CPM Pays de la Loire. Grâce à ces partenaires, je vais pouvoir faire plein de vidéos, je suis trop content. Le but, ça sera d'aider les jeunes parents en leur donnant des conseils simples et non culpabilisants. On parlera de diversification alimentaire, fièvre, cadeaux de naissance empoisonnés, bref, ça va être sympa. Oui, ça va être trop cool, hein? Tu es une super actrice, alors on va en profiter. Tu es une star! En attendant la suite, partagez la vidéo, moi ça m'aide à la faire connaître, et puis ça aidera peut-être les jeunes parents. Et je vous dis à bientôt sur WhiteDoc. Voilà. Une petite vidéo plutôt intéressante et qui se complète plutôt bien, je trouve. On parlait de matériel justement tout à l'heure, donc je vous ai fait un petit listing, mais plein. On parlait des matelas surajoutés, notamment dans les lits parapluies. Souvent, les parents ont tendance, les grands-parents surtout, je veux dire, à rajouter un matelas au niveau du lit parapluie en se disant bah oui, mais il sera plus confortable. Quand on achète un lit parapluie, le matelas il est très dur. Moi, je préfère mettre mon enfant sur un autre matelas, de rajouter un matelas dans le lit. Alors le risque, tout simplement, c'est que l'enfant se bloque la tête entre la paroi qui est plutôt souple et ce matelas-là, et donc malheureusement s'étouffe. Donc ce qui est recommandé, c'est d'utiliser le lit parapluie tel qu'il est en magasin, et de bien se dire que effectivement, si nous en tant qu'adultes, on dormait dans un lit parapluie avec un matelas comme celui-ci, on serait très inconfortable. Mais un bébé, il a un poids moindre par rapport à nous, et donc c'est tout à fait adapté à son poids. Il dormira tout aussi bien dans un lit parapluie, sans matelas surajouté. Et ce sera bien moins dangereux pour lui. Aussi les objets mous dans le lit, donc, dont je vous parlais, les fameuses grosses peluches, vous avez pu le voir sur la vidéo. Les doudous, j'en ai pas parlé, mais les coussins d'allaitement. C'est vrai que parfois, on retrouve des bébés décédés avec des espèces de grands coussins d'allaitement. Et comme le nom l'indique, c'est un coussin d'allaitement. Ce n'est pas un outil de couchage d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont couchés et qui sont endormis sur ce coussin-là, et pour ne pas réveiller l'enfant, on ne lui enlève pas.
Malheureusement, c'est des bébés qui se retournent et qui peuvent se retrouver bloqués sur ce coussin-là. Donc, bien dire aux parents qu'effectivement, ils peuvent endormir un enfant sur un coussin d'allaitement parce qu'il est plus à l'aise, en présence, encore une fois, d'un parent. Par contre, après, voilà, il faut remettre cet enfant-là dans son lit. Primordial. Les matelas mous, les matelas à mémoire de forme, hein, bien entendu, puisque l'enfant qui est Kokuna Baby, c'est des matelas qui voient mémoire de forme. Hein, les bébés se font s'enfoncer et donc tourner légèrement sa tête et se sentir confiné. D'autant plus qu'il y a des doudous à côté. Les cales bébés maintenant qui étaient préconisés à l'époque. Hein. Encore une fois, c'est des choses qui étaient préconisées à l'époque et aujourd'hui, on s'est aperçu que non. Les cales bébés non plus, puisqu'un bébé qui est sur un cale bébé, malgré tout, peut quand même tourner sa tête et se retrouver bloqué. Tout ce qui est oreiller, couverture, plaid et tour de lit. Alors moi-même, j'ai mis des tours de lit à mes enfants il y a 15 ans. Vaut mieux un bébé, parce que nous, on nous dit souvent oui, mais ils vont se cogner dans les barreaux, ils vont se faire mal, si je ne mets pas de tour de lit, j'ai envie de dire, oui, il vaut peut-être mieux qu'ils se cognent contre le barreau qu'ils restent bloqués contre un tour de lit. Et ça, c'est déjà malheureusement arrivé. Donc, comme le disait le médecin, hein, c'est très joli tous ces lits avec les tours de lit. Il y a eu la période des tresses qu'on mettait entre les barreaux aussi, hein, très dangereuse aussi. Et vraiment, là, nous, toute cette communication autour du matériel de puériculture en magasin actuellement, c'est quelque chose qui bloque la prévention parce que on n'est finalement pas vraiment aidé par tous ces magasins-là qui mettent en valeur des articles qui ne sont pas du tout adaptés. Et cette commercialisation, elle n'est pas validée par un pôle médical. Hein. Souvent, c'est marqué approuvé par des pédiatres. Sauf que ça n'a jamais été approuvé par des instances de santé supérieures. Donc, malheureusement, c'est un peu un frein à la prévention. Alors là, il y a une question, là. Oui. Pourquoi ce matériel est toujours vendu? C'est une vraie question, ça, quand même. Parce que pour l'instant, on ne peut pas empêcher sa commercialisation. Il n'y a pas d'intervenants médicaux qui puissent, pour le moment, bloquer la commercialisation. C'est un phénomène qui est encore trop peu connu en France. Et on se bat. Dernièrement, vous avez peut-être vu, on a réussi à faire passer le message sur les paquets de couches. Souvent, on voit les bébés couchés sur le ventre. Pour donner l'image, pour la couche, c'est un bébé qui est couché sur le ventre et qui dort. Et là, on a réussi à avoir gain de cause pour arrêter de mettre en évidence des bébés qui dorment sur le ventre, que ce soit sur les paquets de couches ou même sur les magazines ou les photographes qui mettent en avant ces bébés couchés sur le dos et qui dorment, couchés sur le ventre et qui dorment comme ça. Là, on a réussi à avoir gain de cause auprès des producteurs de couches pour arrêter de mettre ces images-là. Mais ça, c'est un travail de longue haleine et c'est se battre au quotidien pour stopper tout ça. Donc, on aimerait bien que, justement, tout ce matériel de puériculture se soit validé par la Haute Autorité de Santé, par des professionnels de la santé, sauf qu'actuellement, ce n'est pas le cas et qu'on ne peut pas pour le moment. Et je pense qu'une fois qu'on y arrivera, oui, on va baisser le taux de mortalité aussi en France. C'est une évidence, on est le 2e pays européen, il y a plus de décès et c'est entre autres peut-être aussi à cause de ça. Donc là, ce sont des chiffres par rapport au type de literie. Bon, c'est un peu tout ça pour dire que finalement, dans 60% des cas, vous voyez que le matériel de puériculture n'est pas adapté. Enfin, en tout cas, la literie n'est pas recommandée. Que 59%, ça correspond par exemple à un bébé qui dormait dans le lit des parents ou dans un lit parapluie avec un matelas surajouté ou qui dormait carrément dans le transat, dans un cosy, dans un porte-bébé, une écharpe mais qui a mal été mise. Vous voyez, donc ça représente quand même 60% des cas. Une literie qui n'est pas adaptée. Alors, je rebondis sur l'écharpe de portage. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas indiqué. Enfin, c'est pas du tout pour dire que l'écharpe de portage est contre-indiquée. Au contraire, par contre, il faut que ce soit bien installé. Que ce soit une personne qui soit formée, qui soit très bien informée, en tout cas, au port d'une écharpe. J'ai mis le mot transat aussi parce que ça représente quand même 7% de ces enfants-là qui sont décédés. Souvent, on a tendance à vouloir laisser un bébé qu'on endort dans le transat parce que c'est sa seule manière de s'endormir. On veut le laisser dans le transat pour qu'il fasse sa sieste. Il y a 2 risques. Il y a le premier risque, c'est si le parent n'est plus là et qu'il est ailleurs, c'est le risque de chute et donc de traumatisme. Et le deuxième risque, c'est un bébé qui s'enfouisse dans ce transat-là parce que c'est pas une literie dure. Ils s'enfouissent avec éventuellement un doudou à côté, risque d'enfouissement, etc., etc.
Le cosy, bien évidemment, parce que dans un cosy, le bébé, il est toujours un peu trop... enfin, un peu trop. Vraiment, les cosy, ils sont adaptés à l'enfant, sauf qu'un bébé qui dort de manière prolongée dans un cosy, s'il est mal installé dans le cosy, la tête représentant 10% du poids de son corps, la tête risque de tomber en avant et donc de couper les voies aériennes supérieures, VAS, et donc il risque de blesser. Et c'est déjà arrivé il y a quelques années, un enfant, une maman qui a amené son grand à l'école et qui avait laissé son petit dans la voiture, dans le cosy. Et le temps de faire le trajet entre l'école et la crèche, non, l'assistante maternelle, bah, le bébé malheureusement a été mal installé dans le cosy et il en a vu les voies aériennes supérieures se sont coupées et donc le bébé est décédé dans la voiture. Donc ça arrive, c'est pour ça que c'est important de le signifier, faire attention à bien attacher son bébé dans les cosy. Type de couverture, alors j'ai envie de vous dire, pas de couverture. Aucune couverture. Hein. Tout ce qui est couette, drap, sac de couchage, emmaillotage, non recommandé. Hein. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est la turbulette seule. Voilà. Même que l'été, s'il fait très très chaud, c'est une turbulette un petit peu coton, hein, pas velours, une turbulette adaptée à la saison, ou même rien si vraiment il fait extrêmement chaud. Les objets dans le lit, donc là je parle de doudou, oreiller, tour de lit, coussin, enfin voilà, hein, vous voyez bien que dans 55% des cas, il n'y avait pas d'objet dans le lit. Alors là c'est 55, encore une fois, hein, c'est pour les enfants qui sont décédés, qui sont dans le registre. Dans 55% des cas, il n'y avait pas d'objet dans le lit. Par contre, dans 45% des cas, il y avait quand même un objet dans le lit qui obstruait la respiration de l'enfant. Ce qui est quand même énorme. Hein. Alors, un ou plusieurs. Souvent, il y a un ou plusieurs. Donc, les parents nous disent beaucoup, hein, oui, mais nous, notre bébé, il a besoin d'un doudou pour s'endormir, c'est important. Oui, qu'il s'endorme avec un doudou en la présence du parent. Ce qui est important pour nous en tant que parents derrière, c'est d'écarter ce doudou-là par la suite, de le mettre au pied de l'enfant ou carrément de l'enlever du lit. Et surtout pas le laisser, surtout quand l'enfant a moins de 6 mois, le laisser à proximité de l'enfant. Même si le doudou, vous voyez, il est au niveau du bras, le risque, c'est que l'enfant, il ait un geste désordonné, un geste brusque et qu'il le ramène sur lui, c'est un risque pour lui. Le dernier enfant en date, c'était un bébé pour lequel on avait retrouvé un grand, alors je ne sais pas si c'est un coussin d'allaitement, mais en tout cas, c'est un grand coussin comme ça, là, vraiment très grand, qui a été retrouvé dans le lit, dans le lit à barreaux. Et l'enfant s'est retrouvé confiné, asphyxié contre ce coussin d'allaitement. C'est un message à transmettre, ça. Donc, on parlait d'âge tout à l'heure, hein, dans 77% des cas, ce sont des enfants alors, des enfants décédés de mine qui sont âgés de 0 à 6 mois. Donc, fourchette haute, notamment entre 1 et 4 mois, je dirais quand même. Mais voilà, les 6 premiers mois, c'est les 6 mois à risque. Après, jusqu'à 1 an, passé 1 an, on a quand même très peu d'enfants qui en décèdent. En tout cas, en l'état actuel des choses, le registre inclut des enfants de 0 à 2 ans. Le projet étant peut-être d'étendre à 6 ans. Et ça, c'est pas encore validé, mais c'est un projet. Je vous le disais tout à l'heure, 25% des enfants couchés étaient sur le ventre ou sur le côté, 30% partageaient le lit des parents et 60% étaient couchés dans une literie à risque. C'est vraiment les 3 chiffres clés. Hein. Quand je vous dis que j'ai mis 25, mais c'est même 30% étaient sur le ventre, il y en a même 30% qui étaient dans un environnement tabagique, j'aurais pu ajouter, parce que c'est quand même le deuxième facteur de risque. 30% partagent le lit des parents, et 60% des cas, ils sont dans une literie à risque. Donc quand je vous dis qu'il y a la moitié des cas pourraient être évités si on couchait bien nos enfants, c'est des petites choses simples en fait. Hein. C'est par défaut d'information des parents, c'est par peut-être idée préconçue de nos propres parents, du coup on veut faire comme nos parents. C'est important de les informer, de bien les informer, de rectifier. D'où mon rôle aussi, mais le problème c'est que je suis un petit peu seule sur le département. Donc c'est ma manière aussi de compter sur vous pour intervenir auprès des assistantes maternelles, pour leur donner l'information et qu'elles donnent aux parents, qu'elles n'hésitent pas à leur dire voilà, vous voulez que votre enfant dorme sur le ventre, moi pour une question de responsabilité, je ne peux pas parce que voilà, il y a tel ou tel risque pour votre bébé et que c'est pour son bien.
Alors, on a entendu parler de filet de tour de lit. Ah bah, je n'en ai pas trop parlé, mais c'est intéressant. Un filet de... Alors, c'est-à-dire, est-ce que la personne qui a mis ça peut être plus... Ouais. Est-ce que tu peux mettre ton micro, Françoise, pour détailler? Filet de tour de lit. Alors, est-ce que c'est un filet peut-être pour... Ah, peut-être que c'est ça, c'est peut-être un filet pour faire le tour du lit, pour remplacer le tour de lit, comme un peu les lits parapluies. C'est un filet qui... Est-ce que ça, j'en ai pas entendu parler. Sur Internet, on en trouve, oui, pour remplacer le tour de lit. Ah, c'est ça, pour remplacer le tour de lit. Alors, le problème des filets, c'est que je suppose que c'est un filet qui doit être assez mou. Effectivement, l'enfant peut respirer puisque ça reste peut-être un filet, quoique tout dépend le maillage du filet. Le risque aussi, c'est qu'il doit être assez souple, je suppose, comme les tours de lit, et l'enfant peut se retrouver bloqué. A fortiori, rester longtemps sur le côté avec un maillage qui soit assez fin, pour moi, il y a quand même un risque. Donc non, j'aurais tendance à dire non. Mais c'est ça le problème, c'est qu'entre les magasins, entre les réseaux sociaux aussi, les conseils donnés entre parents qui n'ont pas forcément la bonne information, effectivement, les réseaux sociaux, c'est aussi aidant, c'est aidant, certes, mais parfois, c'est pas du tout aidant. Et c'est compliqué. Donc, il y a aussi beaucoup de progrès à faire là-dessus, c'est d'intervenir sur les réseaux sociaux, mais pour ça, il faut du monde et des gens motivés. Une question sur les affiches et flyers. Donc, oui. Oui, alors. Je ne sais pas si on peut les montrer. Je sais pas si. Alors, peut-être que si je passe la caméra là. Je vais peut-être montrer ça. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez. Dans la caméra. On ne voit pas la caméra, nous. On n'arrive pas à se rendre compte. Donc, dites-nous si vous voyez ce qu'on vous montre. Pour vous dire qu'il y a quelques années, lorsque j'étais référente au sein du CHU Nantes, dans mon service de chirurgie pédiatrique, j'avais élaboré avec une collègue un livret de recommandations pour un sommeil sans danger. Vous l'aurez, enfin, je suppose que vous l'aurez. J'avais élaboré un livret de recommandations pour un sommeil sans danger, c'est-à-dire un petit livret de recommandations qui indiquait tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Par exemple, voilà, sur le ventre, je suis trop petit pour me retourner car ma tête est trop lourde. Je risque de m'étouffer. Donc là, on a un petit logo qui, voilà, c'est ça, qui indique un petit curseur vers le haut pour dire que c'est bien. Et puis à côté, sur le côté, je risque de basculer et donc de ne plus pouvoir respirer. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran. Ah bah super, voilà. Donc c'est ce petit livret-là qui est sur 6 pages. Donc là, c'est sur la position de couchage sur le ventre. Donc à la fin, on met couchez-moi sur le dos. Après, c'est sur le fait de ne pas avoir de couverture ni de nid d'ange car je risque de glisser dessous. Donc surtout, couchez-moi avec une turbulette. La page tabac, je viens tout juste de la rajouter. Je ne serai pas présente dans tous les livrets que je vais vous donner parce que je ne peux plus imprimer plus. Mais en tout cas, je viens de faire une page tabac pour dire qu'il faut un environnement sans fumée. Ensuite, c'est un petit peu exagéré sur la photo. C'est pour éviter un environnement un peu trop encombré dans le lit avec 10 000 photos, 10 000 doudous, des jouets. Alors là, il aurait fallu un bébé qui fasse un peu la moue, mais c'était pas. En fait, pour la petite histoire, c'est ma nièce qui s'est pris au jeu du livret. Et j'avais réalisé ce petit livret avec une infographiste qui n'avait plus trop que sa maman. Donc, c'était un peu conçu maison, tout ça. Et on a pu l'élaborer, le faire valiser et le diffuser dans le CHU. Puis maintenant, j'essaie de le faire diffuser dans le département. Donc, bref, laissez-moi plutôt un petit doudou adapté à ma taille. Alors, laissez-moi, j'ai envie de dire, dans le lit, mais après, il faut savoir me le retirer lorsque je dors. Ensuite, c'est le fameux, le fameux coussin d'allaitement à droite et à gauche, le surmatelas qu'il ne faut surtout pas mettre. Uniquement le matelas du lit parapluie. Sur la photo, on pourrait s'interroger sur je pense qu'elle avait mis un drap, un petit drap housse. Attention aussi avec le drap housse que ce soit bien adapté, quoi. Et à la fin, aucun partage de lit. Donc pour l'allaiter, oui, aucun problème. Par contre, savoir mettre bébé sur le côté, soit sur un petit lit à côté en cododo, ou soit carrément dans son lit à barreaux les 6 premiers mois de vie dans la chambre de papa-maman.
Et puis à la fin, vous verrez, ce sont mes coordonnées, nos coordonnées. Vous voyez pas l'écran là, en fait, là? Ah, mince. Je regarde dans l'air, pardon, hein, oui, désolé. Je suis perdue, je recommence. Et il y a quelque chose techniquement qui me perturbe. Alors, c'est pas grave, on est ici. Là, vous devez voir du coup, on arrive à la fin du support. Il faut le remettre rapidement. Ouais, ça montre, ça illustre, je le remets depuis le départ, mais voilà, ça on va illustre mes propos. Voilà, c'est ce Voilà. livret-là. Donc, cliquez sur 6-7 pages hein, sur les recommandations et ce qu'il y a à faire, à pas faire. Bon, je vais vous parler. Je viens d'en laisser plus de 3000 à Madame Vinsonneau pour peut-être essayer de les dispatcher sur le département. Sur le PowerPoint en tout début de présentation, vous avez mon numéro de téléphone. Je vais peut-être rajouter mon mail également sur le PowerPoint pour que vous puissiez me contacter si vous voulez d'autres livrets. Auquel cas, voilà, je vous les enverrai peut-être à petite échelle par-ci, par-là. Mais c'est intéressant que vous puissiez les mettre à disposition des assistantes maternelles que vous rencontrez, qui ont besoin d'informations. Et au contraire, si elles veulent en donner aux parents, aux jeunes parents, premier enfant, même deuxième enfant, c'est toujours intéressant. Si c'est possible, moins plus il y a d'infos, mieux c'est. Et le deuxième flyer que vous aurez à votre disposition, je le vois à l'écran. C'est un petit, alors voilà, bébé d'or sur le dos en turbulette, un tout petit flyer avec dessus le code barre, enfin n'importe quoi, le QR code d'une vidéo. Et cette vidéo, en fait, c'est le livret qu'on vient de vous montrer, mais qui est mise en vidéo, qui est mise en image. Et dessus, alors peut-être pas sur ça. Là, il n'y a pas le QR code, mais sur ce que vous aurez, vous l'aurez. Hein. Et dessus, vous voyez, c'est un petit livret qui indique sur le verso de la page comment dormir en toute sécurité. Donc, c'est vraiment très brièvement rappelé ce qui est préconisé. Et sur le devant, vous voyez Semaine nationale de prévention sur la mort inattendue des nourrissons. Je vous en parle très brièvement. C'est une semaine nationale qui a lieu annuellement la 3e semaine de septembre. Donc, je pense, a priori, cette année, c'est pas officiel, mais que ce sera entre le 16 et le 20 septembre. Au CHU de Nantes, on va essayer d'animer le jeudi, donc ça doit être le 17-18 vers le 19 septembre. On va essayer de faire quelques ateliers au CHU si les référentes sont mobilisables ce jour-là. Par exemple, il y aura une équipe sur le portage, préconiser les bonnes pratiques de portage. Il y aura des associations. On va essayer de faire un lit des erreurs, faire deux, trois trucs pour la prévention, pour cette semaine nationale de prévention qui se déroule sur toute la France. Okay. En termes donc ça, vous aurez tout ça. En termes de prévention, vous pourrez aussi, d'outils de prévention, vous pourrez également aller sur le site du CHU, un site que c'est le 3e, un site que j'ai réactualisé et dans lequel j'ai intégré tous les outils de prévention mis à disposition du public ou vous-même si vous avez besoin de support. Donc, vous voyez, c'est la page principale. Et quand on va dans... attendez. Voilà. Donc ça, c'est la page du CHU Nantes. Et quand vous tapez CRR Mine, vous tombez sur cette page-là. Et en dessous, vous voyez qu'est-ce qu'un centre de référence. Donc ça vous indique qu'est-ce que c'est la définition. Donc, vous voyez, ça reprend l'image du livret. Et avant, on va retourner en arrière juste pour voir les outils. Et je crois que c'est dans les associations et réseaux, il doit y avoir tous les dépliants, affiches de prévention, vidéos. Vous voyez, vous retrouvez beaucoup de choses. Et vous avez aussi les coordonnées d'associations qui proposent leur service aux parents endeuillés qui viennent de subir le décès de leur enfant, que ce soit dans l'écoute téléphonique, que ce soit du présentiel. Qui accompagnent ces parents-là, qui font aussi de la formation. Donc là, je parle de Naître et Vivre, qui est une grande association nantaise. Mais d'un point de vue local aussi, on a Savi, qui est Sixtine Abel pour la vie. Donc ce sont des parents qui ont fondé cette association sur Nantes suite au décès de leurs enfants. Donc un point de vue un peu plus local, voilà. Vous pouvez tout retrouver là-dessus. Si vous voulez plus d'informations sur ce qu'est la mine, si vous voulez orienter des assistantes maternelles, qu'elles n'hésitent pas à venir sur le site, me contacter. Il n'y a vraiment aucun problème. Alors, je crois qu'on l'avait déjà évoqué, mais il y a déjà un moment. La CAF aussi, via nos travailleurs sociaux, on a un parcours d'accompagnement
pour tous les parents qui vivent justement le décès d'un enfant. Donc la CAF, elle est prévenue en fait en cas de décès, et donc du coup les parents sont contactés en fait individuellement pour proposer cette offre d'accompagnement et après orientés aussi vers toutes les associations ressources sur le territoire. Mais l'accompagnement proposé par la CAF permet notamment de gérer, d'accompagner tout le côté administratif et éviter des relances aussi qui peuvent être faites auprès de parents qui D'accord. Et puis éventuellement, on en discutait tout à l'heure avec Madame Pinsonneau, mais elle me parlait d'animations en soirée qui sont organisées par vous-même, animateurs, auprès des assistantes maternelles ou des parents. Si toutefois vous souhaitez que j'intervienne pour faire cette même présentation ou sur autre chose éventuellement, n'hésitez pas à revenir vers moi. Maintenant que vous avez mes coordonnées, si je peux intervenir et transmettre un peu l'information, ce sera avec grand plaisir. Venir vers Madame Pinsonneau ou revenir directement sur ma boîte mail, il n'y a pas de souci de préférence. Hein. Ou même vous délivrer des brochures, n'hésitez pas à me contacter. Et je vais peut-être revenir sur on avait une dernière diapo qui est quand même qui va vous concerner, puisque c'était concernant le mode de garde, concernant tous ces enfants chez qui sont décédés. On avait fait des statistiques pour voir où est-ce qu'ils ont été retrouvés. Donc, bien évidemment, dans 80% des cas, le jour du décès, ils étaient chez les parents. Mais il faut savoir aussi que dans 10% des cas, c'était chez l'assistante maternelle. 11% des cas. Ce qui n'est pas, voilà, ce qui n'est pas rien, j'ai envie de dire. Ça reste quand même un taux, vous voyez, par rapport à la crèche. Très peu d'enfants en crèche qui sont dans le registre. Par contre, chez les assistantes maternelles, ça représente quand même 11%. Pour ça qu'aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir intervenir auprès de vous qui êtes animateur et qui avez peut-être cette présence auprès d'elle. Alors, après formation, je suis déjà intervenue il y a quelque temps auprès du Greta, auprès des formateurs du Greta, qui m'ont informé que, enfin, je les ai fournis également en livret, et qu'à chaque agrément, maintenant, ils fourniront le livret en question que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais bon, c'est pour chaque agrément. C'est-à-dire pour les assistantes maternelles qui sont maintenant sur le marché, entre guillemets, c'est plus vous qui êtes aux côtés d'elles ou d'eux au quotidien. C'est vrai que je dis assistante maternelle, je devrais dire assistant maternel. Alors, une remarque, plus d'enfants sont confiés à des assistants maternels, les pourcentages sont-ils proportionnels? Je ne comprends pas bien ma question. Plus d'enfants sont confiés. Ah oui, alors. C'est la réponse entre la crèche et les assistants maternels, c'est ça? Sur le nombre de places offertes au niveau national, c'est vrai qu'il y a plus de places chez les asthmates qu'en crèche. Oui. Et donc, du coup. Oui. Ah oui, la proportion, est-ce qu'elle est. Alors, ça, c'est un peu trop spécifique pour que je puisse y répondre. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce serait à objectiver, cette remarque. Effectivement, il y a plus d'enfants chez les assistantes maternelles qu'en crèche. Oui. Mais c'est vrai que c'est au niveau proportionnalité, effectivement. Bon, après, ça montre juste que d'intervenir auprès d'assistantes maternelles, c'est pas négligeable non plus, quoi. On a quand même, le dernier en date, c'était chez une assistante maternelle, donc je pense qu'on a aussi notre rôle en tant que formateur et accompagnant, en tant qu'animateur, on a cette petite graine de formation à leur apporter. Du moins à l'information, parce qu'elles l'ont peut-être eu, mais à l'époque, c'est pas l'information qu'elles en avaient, et qu'aujourd'hui, au bout de, je sais pas, 20 ans d'exercice, elles le savent peut-être encore, parce que je pense pas qu'il y ait des remises à niveau. Hein. En termes de formation obligatoire? Alors, obligatoire, c'est au début, je crois, dans les 2 ans qui suivent, mais ensuite, après, non, c'est... À part des contrôles aléatoires, je crois qu'il n'y a pas de remise à niveau, entre guillemets, ou d'information, du moins. Obligatoire, non. C'est une démarche personnelle, en fait. Voilà, lors des soirées, notamment, ou dans les relais. Il faut se former aussi, mais... Oui, puis au sein des relais petite enfance, lorsqu'elles vous posent des questions plus spécifiquement. Ouais. Bon, en tout cas, notre présence, elle est quand même importante auprès d'elles. Alors, cette information, on se demandait pourquoi cette information n'émanait pas de la PMI. Parce qu'elles n'ont pas encore, je dirais, toutes les données que nous, on a au sein de l'Observatoire. Alors, en PMI, en tant que médecin et puéricultrice, bien évidemment qu'elles peuvent informer
je pense qu'elles le font pour, peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure elles le font individuellement, mais du moins lorsqu'elles rencontrent de jeunes parents, j'ose espérer que l'information est donnée sur le couchage adapté ou du moins le sommeil, un sommeil adapté pour l'enfant. Il est important effectivement qu'elles donnent cette information. Maintenant, cette information, peut-être qu'elles ne l'ont peut-être pas eue. Donc là, à ce moment-là, c'est plus à moi, ou j'ai envie de dire nous, parce que c'est beaucoup sur le territoire français, mais d'en faire part. Donc c'est aussi pour ça que j'interviens auprès des PMI pour essayer auprès de ces personnels, ces professionnels de santé, pour essayer de les sensibiliser à ça. Parce que je pense aujourd'hui, malgré tout, on ne s'imagine pas qu'il y a autant de décès en France et qu'on est quand même le 2e pays européen où il y a autant de décès. Et ça, tant que les gens ne l'auront pas entendu, il n'y aura peut-être pas une prise de conscience suffisante. Donc c'est un petit travail qui se fait petit à petit. On n'est pas aidé par les réseaux sociaux forcément, on n'est pas forcément aidé par les magasins. Donc voilà, c'est un petit travail petit à petit qui se fait de bouche à oreille aussi, puisque moi, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on est rentré en contact avec moi par une autre personne, via une autre personne, via une autre personne. Donc c'est bien. Donc n'hésitez pas à diffuser l'information, et s'il y a des personnes qui souhaitent me voir intervenir, il n'y a aucun souci. C'est juste pour les crèches privées, je ne peux pas me détacher pour toutes les crèches privées, donc je cherche à organiser une espèce de conférence où je peux regrouper un certain nombre de personnes. En tout cas, je fais au mieux, mais j'ose espérer qu'un jour on sera plusieurs, qu'on sera nombreux en France en tout cas. En tout cas, c'est la PMI qui nous a mis en relation, et donc c'est grâce à la PMI au départ que voilà, on a cette visio aujourd'hui. Alors, je ne comprends pas la remarque de Françoise. Les stades devraient effacer cette question du nombre? Non. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Je ne comprends pas. Le problème pour les asthmates, c'est que lorsqu'elles découvrent l'enfant mort, elles sont suspendues. C'est la double peine. En fait, ce qui se passe surtout, c'est lorsqu'il y a un décès au domicile d'une assistante maternelle. Ça dépendra du centre de référence, du CHU. Mais lorsqu'il y a un décès comme ça chez une assistante maternelle dans un environnement de couchage qui n'était pas approprié, il y a ce qu'on appelle un obstacle médico-légal qui est posé, c'est-à-dire un OML qui est posé par le procureur de la République. Et donc derrière, ça veut dire enquête. Alors pour nous, ça ne nous satisfait pas forcément, puisque lorsqu'il y a un OML, c'est un enfant qui va directement à l'autopsie, qui ne passe pas par le centre de référence. Et donc on ne peut pas récolter toutes les données, avoir les prélèvements nécessaires, et on ne peut pas enquêter entre guillemets et identifier des facteurs de risque, et même accompagner ces familles-là. On n'a aucun contact avec les résultats, aucun contact avec ces familles. Donc pour nous, c'est pas aidant. Et en fait, pour l'assistante maternelle, ce qui se passe, c'est que quand il y a cet obstacle médico-légal, d'un point de vue juridique, effectivement, cette assistante maternelle, elle est mise, elle est suspendue, alors temporairement, le temps que l'enquête se fasse pour déterminer les causes. Ouais. Et ça, je comprends tout à fait que c'est double peine pour elle, puisque il y a le décès de cet enfant-là. J'ose espérer et j'en suis certaine que ce n'était pas un acte volontaire, mais quoi qu'il en soit, il est nécessaire qu'une enquête soit faite. C'est malheureusement au détriment de l'assistante maternelle qui voulait bien entendu faire bien et qui n'aura pas forcément, n'aura pas bien fait en termes de couchage. Et ce qui est compliqué pour elle aussi parfois, c'est le dialogue des parents qui sont insistants en disant « moi, mon bébé dort sur le ventre, couchez-le sur le ventre » ou alors il faut le coucher avec son coussin d'allaitement. C'est d'autant plus difficile pour ces assistantes maternelles-là qui doivent lutter un petit peu contre le discours des parents. Voilà. Alors la diagnostic, on va passer brièvement, c'est les chiffres dont je vous ai fait part. Et après, c'était des photos sur le matériel. Ça, c'est les références. Donc, avant, c'était les références. Vous pourrez aller sur les sites. Ce sont les références des vidéos et du CR-MIN. Et ensuite, c'est les images de portage, de bien porter son bébé, la tête sur le côté pour qu'il puisse respirer et non pas face au corps. On a eu un cas, un seul cas. Je ne veux pas dire que c'est alarmant, c'est juste un cas qui est arrivé, je pense, dans le registre. Il est décédé dans une écharpe de portage. 1 ou 2 cas uniques. Mais bon, quand même. Attention. Donc, la position dans le transat, ce n'est pas un lieu de couchage, surtout quand le transat est incliné vers l'avant, puisque la tête tombe en avant. On ne peut plus respirer. Le coussin d'allaitement, on ne reviendra pas dessus. Idéal pour allaiter, mais pas pour coucher bébé pour sa sieste, surtout si le parent est absent. Les matelas à mémoire de forme. Alors là, c'est très bien ce qui a été mis sur
ce qui a été mis en magasin, excusez-moi, je suis fatiguée, récemment. Alors je l'avais pas en photo, mais c'est un espèce de hamac. Alors c'est un oreiller comme ça en haut à droite là, et l'enfant, alors je vais un peu le montrer, l'enfant a une espèce de ceinture qui lui prend sur le côté, il est couché sur le côté, ça lui prend là, c'est accroché au lit, et donc l'enfant est sur le côté en confinement, bien confinement contre le matelas. Donc l'enfant il est bien attaché sur ce matelas, qui n'est pas forcément dur non plus. Donc voilà ce qui apparaît dans les commerces et pour lesquels on lutte. Mais là, du coup, pourquoi ils ne sont pas cochés là pour dire Parce que là, s'il y a un doudou sur le côté, en fait, l'enfant risque d'être confiné. Et a priori, c'est des matelas qui sont assez mous. Non, mais il faudrait qu'ils soient rayés comme les autres pour dire que ça. Oui, oui, tout à fait. Oui. Là, c'est écrit attention aux matelas mous en haut. Oui, mais là, on voit que c'est pas bien. Alors, en fait, c'est dans le titre. Coussin d'allaitement, quelques précautions. Ouais. Voilà. Et après, j'avais mis attention aux matelas mous, puisque tout cela représente des matelas mous. Mais oui, mais ils sont pas bons, on est d'accord là. Oui, ils sont pas bons. Donc, on peut mettre des croix, en fait, je pense, pour que ce soit. Oui, effectivement. Je pourrais même rajouter des croix pour que ce soit plus visible. Ok. Alors, il y a encore des choses. Alors, quand on fait des stats avec pourcentage, la proportion est prise en compte. Oui, Donc, c'est il est possible que le pourcentage de décès soit plus important chez les asthmates que tous les autres modes d'accueil, quel que soit le nombre de ces professionnels. Oui, c'est ce que j'étais en train de réfléchir par rapport à la dernière remarque. Donc, je pense qu'effectivement, les statistiques qui sont faites, c'est en proportion du nombre d'assistantes maternelles. Donc, ces statistiques-là, elles me semblent bonnes dans les faits. D'accord. Ouais. C'est si, En EAJE, il y a le soutien de l'équipe de l'analyse de pratique. Y a-t-il des décès avec des enfants couverts avec une couverture sur le COSI pour le protéger du froid ou du soleil? On en voit beaucoup. Alors, l'EAJE, pardon, c'est quoi? Établissement d'accueil du jeune enfant, une crèche. Alors, c'est quoi? En crèche, il y a le soutien de l'équipe et de l'analyse de la pratique. C'est une remarque pour dire que s'il y a des points infos en quelque sorte, oui, c'est ça. Des mauvaises pratiques, du coup, ça peut s'auto-réguler, je pense, au sein de l'équipe. Alors, savoir on peut laisser une couverture sur l'enfant qui est dans un transat en présence d'un professionnel, en gros. Non, après, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que quand on est en EAJE, c'est les regards croisés, donc c'est autorégulation. Oui. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de décès en EAJE. Par contre, y a-t-il des décès avec des enfants couverts avec une couverture sur le COSI pour le protéger du froid ou du soleil? On en voit beaucoup. Alors oui, on en voit beaucoup. Alors souvent, ce qui est préconisé, c'est qu'ils peuvent avoir cette couverture-là, mais en présence d'un adulte, effectivement. Si l'adulte est à côté, pourquoi pas. Par contre, s'il n'y a personne à côté, non, pas de couverture. Pas de couverture parce qu'avec les petites gens qui ont des petits bébés qui ont des mouvements brusques, la couverture peut remonter. Il suffit qu'il ne soit pas attaché, c'est lui qui va descendre. Donc ça, surtout pas. Okay. Maintenant, vous voyez, sur le CHU de Nantes, alors je ne sais pas si ça continuera ou pas, mais en bloc obstétrical, elles insistent pour avoir des petites couvertures bébés pour la peau. Et voilà, c'est sur la surveillance de la maman, d'un soignant qui est là à côté. Toujours précautionneux. Ok. Alors, les cales bébés. Voilà, donc ça, c'est les cales bébés. C'est un peu fait de manière brutale. C'est vraiment pour montrer le risque. Mais là, il y a un risque. Les cales bébés sont. Là, il y a le risque du doudou à côté. Juste le doudou. Ouais. Ah oui. Et il y a le cale bébé en hauteur, donc qui est mis. L'enfant est éveillé, il y a moins de risque, mais c'est surtout les trois d'en dessous. Trois d'en risque. Ouais. Ok. Surtout qu'il y a la couverture sur celui du bas. Une liste pratique. Couette, oreiller, couverture. Donc, risque de survenue décès, 5 fois le risque, quelle que soit la position de couchage. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est le nid d'ange, je crois qu'on appelle en haut à droite. Il y a une période, c'était très à la mode et en fait, il y a eu des décès. Parce que l'enfant a tendance à se confiner dedans et à se confiner et à s'étouffer. En bas, c'est donc les photos de photographes en haut à droite, très joli, mais très dangereux. En haut à gauche, ça me rappelle une collègue qui, il y a quelques semaines, m'a demandé si elle pouvait acheter un doudou comme ça à sa petite fille. Non, surtout si c'est pour dormir avec. Voilà. Les cocons à bébé, voilà. On pourrait croire qu'ils sont en sécurité parce qu'ils sont attachés. Or, on a retrouvé des bébés qui bougeaient et qui, notamment, contre un doudou, arrivaient à retourner la tête et s'étouffer. Oui. Les jolis lits avec les jolis tours de lit. C'est très joli, mais c'est pas recommandé. On en a parlé, les matelas surajoutés. Et ça, voilà, en image, le cododo,
Donc ce petit-là, alors vous voyez à gauche là, il y a quelque chose qui devrait vous choquer. Effectivement, c'est un petit lit, c'est un cododo qui est installé près du lit des parents, sauf que sur l'image, il y a un tour de lit. Mais je l'ai quand même mis pour vous montrer le système de lit, en fait, ce à quoi ça correspond, parce que parfois on me demande ce qu'est un cododo. Mais voilà, comme quoi, je vous en parlais tout à l'heure, hein, on met des images et qui ne sont pas toujours adaptées. Là, en l'occurrence, c'était pour bien faire, sauf qu'il y a un tour de lit qui a été ajouté. La photo du milieu, vous voyez que c'est la couverture qui a été ajoutée autour de l'enfant. Donc, non indiqué. Par contre, ce petit lit-là, près des parents, est indiqué. Et puis, à droite, le lit de l'enfant qui n'est pas dans le lit des parents. Quoique, le tour du lit, vous voyez, c'est quand même... attention, parce qu'il a l'air assez petit. Donc, je trouve que ça pose question, en fait, de montrer ça. Parce que, comme finalement, il y en a un en fait, quand je montre ça, j'explique à côté que là, ce sont des images qui montrent les cododos, voir ce que c'est, mais que le tour de lit et la couverture, là, ne sont pas du tout indiqués dans ce cadre-là. Il faudrait que je retrouve des images. Mais c'était volontaire, en fait. C'était pour, par exemple, dans mes formations auprès des futures infirmières, voilà, je leur fais le test. Qu'est-ce qui vous choque sur les images? Là, on ne peut pas parce qu'on est en visio, mais c'est toujours intéressant de voir si les étudiants ont compris ce qui était bien et ce qui était moins bien. Alors, toutes sortes de matériel de puériculture, le détecteur d'apnée. Alors c'était une grande mode, elle mettait un détecteur d'apnée sous le lit de l'enfant pour voir s'il était en arrêt respiratoire ou en détresse respiratoire. Alors, plus anxiogène, vous ne trouverez pas. Ça capte pas forcément bien, ça sonne... ça sonne sans raison apparente, donc ce n'est pas recommandé du tout. Et puis, en conclusion, c'est toutes les recommandations de la... Alors ça, c'est l'Academics American Pediatrics. Couchage en décubitus dorsal strict, donc couchage sur le dos, dans une turbulette adaptée à la taille et à la saison, dans son lit ou dans un lit à côté des parents, sans partage de lit avec eux, avec le frère ou la sœur. Donc là, on parle c'est en étude, on parle du frère jumeau, de la sœur jumelle. C'est un peu, voilà, je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que ça reste un risque puisque les deux enfants sont à côté et donc moins d'oxygène. Mais bon, on sait en étude. Et j'ai mis aussi un animal de compagnie parce que parfois on voit des chats qui dorment avec les bébés, donc bien évidemment que non. Sur un matelas ferme et adapté, sans tour de lit, tac, tac, tac. Dans une chambre qui a bonne température, donc 19 degrés idéalement, sans tabac ni autre toxique. Dans la chambre des parents les 6 premiers mois de vie, sans animal de compagnie à proximité. Là, on va plus être peut-être dans l'échange. Là, c'est tout ce qui est pris en charge au CR Mines de Nantes. Vous l'aurez dans le PowerPoint. C'est tout ce qu'on fait, nous, à l'hôpital de Nantes. Si vous avez des questions, n'hésiterez pas à revenir vers moi, mais ça, c'est vraiment un peu plus spécifique et ça vous concernera moins. Après, c'est intéressant de pouvoir le visionner pour vous si ça vous intéresse. D'évaluer un petit peu tout ce qu'on peut y faire, c'est plus spécifique. C'est un peu plus paraclinique, médical, clinique, et puis surtout, c'est pour informer qu'on suit ces familles-là, bien entendu. Moi, je les oriente, je les revois une semaine à 10 jours après pour les premiers résultats d'analyse et pour prendre de leurs nouvelles. Et je les oriente assez facilement vers les associations dont on a parlé, donc Mettre Vivre sa vie, et vers des psychologues qui sont à disposition de ces familles au sein du CR Mines. Ce sont des consultations qui sont rendues gratuites dans le cadre d'un décès de mine. Donc les parents peuvent être, voilà, moi je leur conseille, je leur donne les coordonnées de ces psychologues pour qu'ils soient suivis. Et les parents, je les rappelle quelques temps après pour prendre de leurs nouvelles, pour savoir où ils en sont dans leur vie. Et puis dès qu'on a des résultats, on reprend rendez-vous avec ces parents-là, avec le médecin investigateur du CR Mines. Ok. Donc là, c'est tout ce que vous faites, en fait. C'est tout ce que je fais. Parfois, on me pose la question. Donc, comme là, vous êtes animateur, on me dit que ça peut vous intéresser, vous. Je ne l'aurais pas mis pour tout le monde, mais là, bon, il n'y a rien de confidentiel. Donc, voilà. À titre personnel, ça peut être intéressant. Et là, donc, ça, c'est intéressant. Ce sont les associations. Naître et vivre sa vie. Les Rires d'Anna, qui est une autre association, oui, qui est à Nancy, elle. Et très bonne nouvelle, on va avoir une nouvelle campagne de prévention, on travaille dessus, qui sera financée par AXA Assurance et qui sera mise en place en septembre 2024. Donc, première campagne en 92, deuxième campagne en 2024. Donc, on espère que ça va
relancer les consciences et Faudrait le site ASMAT du département, là, qui communique en direction de toutes les ASMAT. Ils ont une newsletter qui sort tous les 3 mois. Je pense que la prochaine, désormais, ça devrait sûrement être en septembre. Ah, très bien. Est-ce qu'il n'y a pas une carte à jouer, là Newsletter ASMAT. Oui, Tous les 3 mois. Planète ASMAT, ça s'appelle. Planète Oui. ASMAT. On peut s'abonner sur leur site pour la voir, déjà. Donc, il faut que j'aille sur le site de la CAF dans un premier temps. Non, sur ASMAT, je le fais tout seul à chaque fois, là. ASMAT 44. ASMAT 44. Oui, puis vous m'aviez pas une question. asmat.loire-atlantique.fr. Mais je vous donnerai les coordonnées après pour. D'accord. Et puis j'ai vu aussi que vous m'aviez informé de questions de parents aussi. Oui, c'est ça. Ça, c'est sur le site de la CAF du département. C'est un site qui est coporté par la CAF pour le département, où effectivement on diffuse des messages de prévention. Il y a des dossiers qui sont réalisés aussi tous les mois. Et donc, il y a les vidéos du docteur Weidock qui sont sur les sites. Oui, oui. D'accord. Et des newsletters au niveau des RPE, je voyais aussi l'info. Oui, c'est ça. Alors, il y a certains relais qui font des newsletters. Alors, certains, c'est mensuel, d'autres trimestriels. Enfin, la fréquence est différente d'un relais à un autre. D'autres animent des blogs. Enfin, voilà. Ok. Dans ce cadre-là, vous pouvez aussi nous solliciter si toutefois vous souhaitez avoir une petite info. Du moins, là, vous aurez une grosse info aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif. C'est vrai qu'en visio, c'est la première fois que je fais ça. C'est pas évident non plus de pouvoir échanger. Alors, oui, nous aussi, on arrive à la fin de la présentation. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions avant qu'on clôture la vidéo, la vidéo? Ou est-ce que tout est OK pour vous? Merci, très intéressant. Ouais, alors n'hésitez pas à me faire remonter ce qui peut être un peu trop rébarbatif ou un peu trop lourd. Moi, ça m'aide aussi à peut-être adapter pour les prochaines fois, pour rendre ça un peu plus dynamique. Alors, on vous attend sur notre secteur, mais on ne sait pas de quel secteur il s'agit. Alors ça m'aurait énormément intéressé, c'est de savoir d'où vous venez tous. Parce que Herbignac. Pour moi, alors Herbignac, alors à savoir que je vais intervenir sur Saint-Nazaire prochainement au mois de juin. Je vais intervenir où? Je ne sais plus. Je vais intervenir au niveau de la délégation de Saint-Nazaire, PMI. Alors, il y a une question là. Nous échangeons avec mes collègues de la crèche, donc en EAJE et chez les ASMAT, le doudou utilisé lors de la séparation ne doit en aucun cas être donné à l'enfant lors du couchage. Alors si, il peut être donné au moment du couchage, effectivement. Au contraire, c'est ce que je disais. Il peut très bien s'endormir avec ce doudou-là. Après, la conduite à tenir, c'est d'éloigner ce petit doudou-là une fois que l'enfant est endormi, parce que c'est un facteur de risque. C'est de l'éloigner de l'enfant, le mettre au pire au pied, au mieux le sortir du lit directement. Mais non, c'est un objet transitionnel. Je pense que c'est important qu'il l'ait au moment de s'endormir, parce que c'est encore une séparation pour lui et il peut mal le vivre. En tout cas, il faut savoir l'enlever par la suite. Alors, on vous attend sur la Carène, sur Bois, Brun, Saint-Aignan de Grandlieu, Saint-Léger-des-Vignes. Ah oui. Après, je pense que peut-être le plus simple, c'est... revenez vers moi, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous voyez, je suis intervenue auprès de la délégation du vignoble il n'y a pas très longtemps, donc j'étais à Clisson. Mais n'hésitez pas à revenir vers moi à titre individuel, parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est compliqué pour moi mais il aurait fallu qu'on fasse un émargement total. Donc, mais revenez vers moi. Je vais rajouter mon adresse mail dans le PowerPoint, et puis comme ça, on peut se contacter. Je ne vais pas répondre de suite, mais en tout cas, je prendrai note de vos sollicitations. Idem si vous voulez une petite conférence, que j'intervienne lors d'une soirée ou une manifestation. Alors, je pense que ce sera pour présenter ce que je vous ai présenté ou le faire peut-être de manière plus légère selon ce que vous pourrez me conseiller, mais il n'y a pas de souci pour moi. Bon, écoutez, il va nous rester à vous remercier de votre présence. Merci beaucoup à vous tous. Et puis, je vous dis à une prochaine fois alors, avec plaisir. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.